Xavier Titelman, ancien aviateur militaire spécialiste aéronautique d'air et cosmos, car il faut qu'on vous parle de ces frappes tout à fait incroyables de l'Ukraine, de l'armée ukrainienne, de l'artillerie ukrainienne dans la profondeur russe. Ils n'ont pas frappé Moscou, ils n'ont pas frappé Belgorod, ils ont frappé une très lointaine région, province russe qui s'appelle le Tatarstan. Et alors là, on ne s'attendait pas du tout au Tatarstan à être frappé par des missiles ukrainiens. Nous partons à plus de 1000 km de la frontière russo-ukrainienne, 1100 km précisément, au centre-est de la Russie, vous le voyez sur la carte. C'est là que l'Ukraine a frappé pour la toute première fois. On est tout près de la ville de Yalebouga, pardon pour si je prononce mal. El-Labouga, dans la République du Tatarstan. Donc on est à plus de 800 km de la capitale moscovite. Regardez cette attaque de drone qui a eu lieu tôt ce matin. On est en plein jour. C'est très impressionnant. Ебать! Ебать, дрон-завод въебал, пизда нахуй. Ебать. Вон летел оттуда нахуй, так хуярил, бля, так. Dortoir de l'usine. Voilà, ça a frappé. Qu'est-ce qui a frappé là, Xavier Titelman? Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est un ULM, un ultra-léger de production ukrainienne qui a été conçu par un certain Yuri Yakovlev. Ouais. Peut-être une certaine paternité. Ouais. C'est un drone qui fait... en fait, c'est un petit avion, un micro-avion qui est utilisé d'habitude pour le tourisme, pour les loisirs, on le voit, ouais. Qui fait 250 kilos. Alors regardez, on a une photo de l'avion, regardez. Est-ce qu'Aurélien, qui est dans la régie, peut nous montrer la photo de l'avion? C'est un drone qui a été copié sur... Regardez. C'est le A-22 Foxbat qui a été simplement dronisé. C'est-à-dire qu'ils ont pris un avion de loisirs tout simple et ils l'ont transformé parce qu'ils ont mis de l'électronique un petit peu à l'intérieur. Le plus fou, c'est que quand on parle d'avoir des petits drones un peu furtifs en bois qui ne sont pas détectables par les radars, ou des drones réellement furtifs ou des missiles de croisière, là on est sur un bête avion de tourisme. C'est complètement dingue. Mesdames, messieurs, peut-être que vous êtes distraits en regardant LCI. Cet avion bleu que vous venez de voir, cet avion jaune que vous avez vu juste avant, ces avions de tourisme sont donc la base qui a été utilisée par les Ukrainiens pour... voilà, c'est ça. Voilà, il n'y avait pas de pilote à l'intérieur. Pour faire un drone, il n'y avait pas de pilote, bien évidemment. C'est dur à mettre en place, Xavier Titelman? La dronisation d'un système, d'un avion classique, c'est quand même du travail. Par exemple, en France, on a transformé des sortes de motoplaneurs allemands pour en faire un drone avec Safran qui s'appelle le Patroller. Ça a demandé des années et des années de travail. Donc normalement, là, s'ils ont commencé en 2014, ça peut s'expliquer. S'ils ont commencé en 2022, ils sont très très forts. Mais dans tous les cas, les résultats sont là. Mais en dehors de la capacité ukrainienne de le réaliser, c'est surtout l'incapacité russe à intercepter des cibles aussi grosses qui est flagrante une fois de plus. Mais peut-être que c'est finalement très malin, parce que moi, je n'ai jamais travaillé dans la défense antiaérienne russe, mais je me dis que quand je vois un avion comme ça, je me dis tiens, ça doit être quelqu'un. S'il n'y a pas de plan de vol, je me dis tiens, c'est un type qui s'est perdu, mais je n'imagine pas tout de suite qu'il est chargé de munitions, non ? En fait, normalement, il y a quand même un contrôle aérien qui doit être capable. Et dans un cas de guerre, en France, en 8 minutes, on fait décoller les avions, on les intercepte très rapidement. Dès qu'un avion sort de son plan de vol ou ne répond pas à la radio, il est instantanément intercepté. Être capable de voler à 180 km/h pendant 5 heures au-dessus du territoire russe et puis aller jusqu'à l'impact sur l'usine de Drone-Shade. Attendez, je vous montre, après vous avez la parole. Je vous montre juste la photo de cet avion drone, une fois qu'il a frappé. Regardez, ça c'est les Russes, qui sont en train de le dégager avec une grue. Regardez, non mais c'est complètement fou. Un drone, on se disait ça fait 1 mètre d'envergure. Regardez, c'est un avion. Ils sont en train de dégager les Russes du Tatarstan. Vous imaginerez le rapport qualité-prix? Parce que par rapport à un missile super cher pour taper à 1200 km, il faut vraiment un missile à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Là, vous avez une bête à dizaines de milliers, centaines de milliers. Ça coûte combien? 50 000 euros, soit 100 c'est ça. Même moins que ça, c'est un ULM. Donc c'est assez extraordinaire. Tout seul à la maison. Et puis ça prouve effectivement, moi, qu'ils n'ont pas la couverture aérienne pour leur grand pays. Ils doivent avoir leurs systèmes d'armes qui sont quasiment sur la ligne de front ou sur les grandes villes. Et puis, quand on tape sur des petits objectifs comme ça, à la campagne ou presque, ou dans des villes de taille moyenne, ils n'ont pas les moyens de couvrir un territoire qui est le plus grand de la planète. En fait. Qui peut me dire ce que c'est que le Tatarstan, s'il vous plaît, Sergueï Girnov? C'est une république autonome qui est assez grande, qui donc se trouve sur le fleuve Volga. Ouais.
qui représente le peuple tatar, qui parle une langue complètement différente par rapport à la langue russe, qui a un statut quasiment d'un État. Parce qu'ils ont leur propre constitution, ils ont leur propre organisme de direction, et c'est la seule république où on a gardé le nom de président à la tête de cette république. Ah, donc il y a un président à la tête du Tatarstan. En fait, des républiques comme ça à l'intérieur de la Russie, il y en a 22. Il y a 22 petits États qui ont le statut autonome, mais en fait, qui, s'ils veulent, ils peuvent partir de la Fédération de Russie, parce que c'est une fédération. En fait, ces États ont signé la charte, on rentre dans la Russie. Enfin, après, Guillaume Roquette qui dit... J'en connais qui ont essayé. J'en connais qui ont essayé de quitter la Fédération de Russie. Hein. Et c'est une république à majorité musulmane. Et donc, c'est une république qui est souvent un porte-drapeau, en fait, de relations avec le monde musulman de la Russie. Bon, et donc, ils ont tapé quoi, là-bas? Pas les Tatars, bien évidemment. On a frappé des usines qui fabriquaient des shahed, qui fabriquaient des... Yelabuga, c'est une ville dans laquelle ils ont créé une sorte de zone... zone franche, industrielle. Zone franche. Et, entre autres, ils ont créé là-bas l'usine qui rassemble les drones iraniens. Regardez, on va justement regarder cette image. C'est cette importante usine de drones dont vous parliez qui devait construire beaucoup de drones, 6000 drones d'attaque sur ces prochains mois. Et c'est les gosses qui bossent, c'est les lycéens qui travaillent. Ils sont très jeunes sur les images. Vous avez raison. Des drones iraniens Shahed. Voilà, donc là on voit à quoi ça ressemble à l'intérieur et qui est en train de les fabriquer. Je vous donne la parole dans un instant, mais écoutez juste ce responsable de l'usine. Ce matin, à 8h45, des frappes de drones ont eu lieu contre le dortoir de l'usine de Yelabuga. Désormais, ils attaquent les centres commerciaux, ils attaquent les zones résidentielles à Belgorod, ils attaquent les dortoirs, les Yelabuga. Ce sont contre ces gens que nous menons notre opération spéciale. Ces drones étaient équipés de matériaux venus de pays de l'OTAN. Mais qui essaye-t-il d'impressionner? Voilà, donc on voit la voix de ce responsable russe dans l'orthodoxie du discours moscovite, qui explique un petit peu qu'ils n'ont touché que des bâtiments où les gens dormaient. C'est faux. C'est faux. Est-ce qu'on sait s'ils ont réussi à détruire cette usine qui fabrique des drones iraniens assemblés à Moscou? Nous n'avons pas les preuves, mais ceux qui apparemment ont dit que oui, il y avait les ateliers qui ont été touchés. D'où aussi les victimes, parce que c'était le moment où les jeunes déjà travaillaient. Et il faut quand même souligner que ce sont des drones Shahed qui sont fabriqués ici, qui s'appellent Piwan, Pion, Geragne aussi, Geragne en russe. Donc, et c'est les lycéens qui travaillent, et un peu c'est le travail carrément forcé, parce qu'ils sont exploités, sont pas payés, mais ils travaillent, ou payés très très peu, et leur travail est obligatoire pour valider leur semestre. S'ils ne travaillent pas, ils ne seront pas validés. Et il y en a qui, sous couvert de l'anonymat, qui ont témoigné sur certains réseaux d'opposition russe, et qui ont dit que vraiment la pression est très très forte, on est menacé, on n'a pas droit de ne pas venir travailler, on n'a pas droit de dévier ça. Donc c'est vraiment encore une chose. Et deuxième chose, il faut savoir que cette usine-là, ils l'ont découvert eux-mêmes. En fait, c'est les Russes qui l'ont présenté à la télé. Le gouverneur de la ville de Yelabuga, il est venu visiter. Il y avait un énorme reportage dans le télé russe. On a montré c'est pas même les chaînes de rassemblement. C'est parce que chaque élève rassemble son drone sur sa petite table. Donc, et finalement, on a vu tout ça. Et bien évidemment, les Ukrainiens, ils ne sont pas aveugles. Ils ont bien repéré l'usine et l'opération finalement est réussie. Alors, Zelensky vient de parler. Le président ukrainien vient de parler, et il s'enorgueillit du fait que désormais l'Ukraine frappe de plus en plus en profondeur dans le territoire russe. Chers Ukrainiens, des opérations de sauvetage sont actuellement en cours à Dnipro après un tir de missiles russes. Les bâtiments d'un collège et d'un jardin d'enfants ont notamment été endommagés. Tous les services sont sur place. Je remercie tous ceux qui réagissent, qui se rendent sur les lieux de l'attaque afin d'apporter une aide aux personnes le plus rapidement possible. C'est la chose la plus importante. Il est tout aussi important que les terroristes russes reçoivent des réponses à leurs frappes. À chaque fois, des réponses de plus longue portée.
Alors Xavier Titelman, on était déjà assez impressionné par la capacité d'autonomie de ces avions, de ces drones qui pouvaient voler au-delà de 1000 km. Mais vous nous dites que ça peut aller même plus loin? Alors moi j'ai rencontré des concepteurs d'un missile de croisière, pour le coup ce ne sera pas simplement un drone, mais qui va à plus de 2000 km et qui est quasiment opérationnel. Donc ils vont toujours plus loin. Mais ce qui veut dire aussi que les Russes, ils ont beau reculer de plus en plus loin, leur défense aérienne c'est une passoire, maintenant c'est officiel dans tous les domaines. Alors à seconde où on est en train de se parler, il y a des bombardements sur la Crimée également, une fois de plus. Ben là, même à 2000 km, demain, leurs usines pourront toujours être touchées. Alors, pendant ce temps, Shoigu dit, bon, très bien, ok, il nous envoie des obus au Tatarstan. Enfin, nous, les amis, on progresse, on avance, on gagne un terrain complètement fou en Ukraine. Écoutez le ministre de la Défense russe. Vous allez voir, il va parler, ou pas. Il va s'exprimer. L'Ukraine tente de transférer les hostilités sur le territoire de notre pays en recourant à des actes de terrorisme et à des bombardements contre des civils. Nos forces armées réagissent de manière asymétrique face à de tels crimes commis par les combattants ukrainiens. En mars, 190 frappes multiples et 2 frappes de masse ont été menées contre l'Ukraine à l'aide d'armes de précision et de véhicules aériens sans pilote. Des infrastructures militaires et énergétiques ont été touchées. Les troupes russes continuent de pousser les formations ukrainiennes vers l'ouest. Grâce au courage et au professionnalisme de notre personnel militaire, au cours du mois dernier, plusieurs localités ont été libérées dans la République populaire de Donetsk et dans l'oblast de Zaporijjia. Au total, depuis le début de l'année, 403 km² du territoire des nouvelles régions de la Fédération de Russie sont passés sous notre contrôle. Je ne sais pas si c'est lié à ce qui s'est passé au Tatarstan, mais on n'aime pas, chez les Russes, on n'aime pas du tout recevoir comme ça. Du coup, ils sont missiles. Il faudra quand même, excusez-moi Guillaume, il faudra quand même tout de suite corriger M. Shoigu, parce qu'il a parlé de frappe civile. Je vous rappelle que Elabouga, c'est une cible légitime militaire. Et même s'il y a des gamins qui bossent, c'est une cible légitime militaire. Et même quand les Russes obligent ces gamins de bosser, elle fait d'eux une cible légitime. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que ça force Shoigu à être un peu plus précis que d'habitude. Oui. Et il donne des précisions, le nombre de kilomètres carrés repris. Bon, 403 kilomètres carrés, en fait, c'est rien du tout. La vérité, c'est que les Russes, pas plus que les Ukrainiens, d'ailleurs, n'arrivent à faire bouger de façon déterminante ce front, parce qu'on pouvait penser que la prise d'Avdiivka allait, par une sorte d'effet domino, représenter le début de quelque chose, avec une brèche, or pour l'instant, de toute évidence, ce n'est pas le cas, mais la vérité, c'est quand même que, même si les Ukrainiens frappent à 1000 km à l'intérieur de la Russie, ça ne change rien au front, de la même façon que quand ils ont frappé des bateaux de la flotte russe, certes, les Russes, du coup, sont partis vers l'est de la mer Noire, et ça a libéré des passages commerciaux pour les bateaux ukrainiens, mais on n'a pas le sentiment que, malgré le côté spectaculaire de ces actions, elles soient de nature à changer le cours de la guerre. Ça n'est pas le but à court terme, ce sont des objectifs stratégiques, c'est-à-dire qu'on modèle dans la profondeur le terrain, c'est-à-dire que quand vous tapez sur par exemple un dépôt d'essence ou un dépôt de munitions, vous allez porter des coups à l'ennemi qui n'ont pas d'implication sur le terrain le jour J, c'est-à-dire sur la ligne de front. En revanche, vous allez l'affaiblir durablement. Et quand vous affaiblissez la flotte de la mer Noire, vous permettez dans le même temps aux Ukrainiens d'exporter. Vous libérez une partie de la mer Noire et puis surtout vous empêchez les Russes de l'utiliser à leur profit, parce que demain, quand le pont de Kerch sera cassé, parce que ça arrivera, eh bien, il n'y aura plus que la flotte pour approvisionner la Crimée. Et si la flotte ne navigue pas librement, eh bien, la Crimée sera isolée. Il n'y a plus que l'isthme de Péricop là pour pouvoir après... Mais alors, au-delà des cibles stratégiques, Xavier Titelman, il y a aussi le fait de choquer ces habitants qui étaient jusque-là épargnés en Russie et qui n'avaient été encore jamais touchés. Mais le fait de toucher des cibles, des usines militaires, finalement, la population, maintenant qu'elle se fait bombarder un petit peu partout, je pense qu'elle n'est pas réellement étonnée. Les Russes doivent s'attendre partout sur le territoire à avoir des ciblages précis. Les lignes ferroviaires entre la Corée du Nord et l'Europe, elles ont été détruites. Ces usines de plus en plus loin, et demain, je vous le dis, jusqu'en Sibérie. Donc c'est des choses, finalement, je pense que les Russes doivent s'y attendre. C'est pas une guerre psychologique sur laquelle, certes, ça fait plaisir aux Ukrainiens, certes, les Ukrainiens sont contents de voir ça, mais globalement, c'est surtout que l'efficacité, on est sur une guerre d'attrition dans tous les domaines, y compris sur la production d'armes.